Jackie Desserre, est-ce qu'il est arrivé? Non, il va arriver tout à l'heure. Laurence Hutereau. Jean-Claude Ami. N'oubliez pas votre petit micro. Corinne Bourrel. Michel Champi. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot. Céline Petit. Mamoun Benkachou. François Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Philippe Delaunay. Alors, Louis-Jean de Nicolai est absent et m'a donné pouvoir. William Derouet. Grazia Laganne. Morgane Garot est absente et a donné pouvoir à Madame Hutereau. Anaïs Serrin. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallet est absent et a donné pouvoir à Madame Ledru. Et je souhaitais qu'on ait une grande pensée pour Jean parce que sa femme a des problèmes de santé et donc on pense très fort à lui. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à Monsieur Champi. Michel Néron. Pascal Renoux. Oui, Annie Bouteloup est absente et a donné pouvoir à Monsieur Éveillot. Monica Breton est absente et a donné pouvoir à Madame Potier. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Présent. Roland Frison est absent et a donné pouvoir à Monsieur Forestier. Et Sonia Potier. Présent. Parfait. Nous avons donc le quorum. Je vous passe la liste d'émargement. Alors, en premier lieu, pardon. En premier lieu, j'ai besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était le dernier secrétaire de séance? C'était Madame Corbeau. Donc, j'ai besoin d'un homme volontaire. William, t'es volontaire? Bah oui, t'as levé la main, j'ai vu derrière Graziella. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais je suis quand même volontaire. Ah bah c'est gentil. Merci William. Alors, la première chose, c'est l'ordre du jour. Donc, nous allons aujourd'hui, donc en affaires générales, nous avons le règlement intérieur du conseil municipal, une convention de recouvrement et d'engagement partenarial avec le service de gestion comptable de Montval. En affaires financières, nous avons nos tarifs communaux, une demande de subvention au titre de la DETR et des SIL, des ouvertures de crédit 2023, une admission en non-valeur, une décision modificative, des reversements d'acompte, une mise en place de la redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets. En ressources humaines, nous avons la modalité de mise en œuvre du compte épargne-temps, une délibération sur le temps de travail, le contrat d'assurance des risques statutaires et le rapport social unique 2021. Et puis ensuite, nous avons des informations diverses. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre l'ordre du jour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons donc passer à l'approbation du PV du 14 novembre 2022. Est-ce qu'il y avait des points à revoir ou des corrections à faire sur ce PV? Non? Je vous propose de le passer aux voix du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on va passer au premier point, le règlement intérieur du conseil municipal. Vous avez donc reçu le règlement intérieur du conseil municipal, règlement obligatoire. Je vais le prendre avec moi, ça va être plus simple. Et je vais vous dire un petit peu les changements qu'il y a eu sur ce règlement intérieur depuis la dernière fois que nous l'avons voté. Donc, sur la convocation, nous avons une modification. Elle est mentionnée au registre des délibérations. Elle est affichée et publiée sur le site de la commune, ce qui n'était pas indiqué avant sur l'ancien règlement intérieur. Et donc, on vous informe aussi qu'elle est transmise de manière dématérialisée. Ou alors, si vous en faites la demande, elle peut être déposée dans votre bannette située à l'accueil de la mairie. Voilà, on vous précise ce qu'on doit retrouver sur la convocation. Voilà. Un adjoint peut remplacer le maire absent, suspendu, décédé, révoqué, démissionnaire ou pour tout autre empêchement. Le préfet peut aussi convoquer le conseil municipal lorsque le maire, en tant qu'agent de l'État, refuse ou néglige de le faire. Voilà. On a sur l'ordre du jour, donc on vous a remis quelques indications aussi sur l'affichage. Donc, l'ordre du jour doit être affiché sur les panneaux dédiés à l'extérieur de la mairie, du LUD et de Dissay-sous-le-Lude, sur le site de la ville et aussi communiqué à la presse. Voilà.
Donc ensuite, vous avez en question orale, donc les questions orales doivent être posées 3 jours francs avant. On a mis 2 adresses mail, soit l'adresse mail du maire, soit l'adresse mail de la directrice générale des services. Voilà. Ensuite, on a modifié les commissions municipales puisqu'elles ont été modifiées dernièrement. Donc on a remis les 10 commissions que nous avons. Elles sont à jour. Voilà. Ensuite, on parle du bureau municipal, la tenue des séances. On a précisé aussi que le secrétaire de séance doit signer le procès-verbal, ainsi que toutes les délibérations prises pendant la séance. Donc William, tu auras des signatures à faire. Voilà, on a spécifié aussi que les votes sont effectués en scrutin public, c'est-à-dire que le nom des élus qui s'abstiennent ou qui sont contre apparaissent sur les délibérations et sur le procès-verbal. C'était une demande que nous avait fait d'ailleurs Monsieur Frison. Donc on l'a rajouté du coup dans le règlement intérieur. Ensuite, vous avez une modification sur les publicités des délibérations. Donc, on a un document unique qui les regroupe, document obligatoire. Ensuite, vous avez les procès-verbaux avec tout ce qui doit être dans le procès-verbal, voilà, ainsi que ma signature. Et puis ben voilà, les dernières modifications. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce règlement intérieur du conseil municipal? Oui, monsieur Néron, avec le micro, monsieur Néron. Oui, petite interrogation sur l'article 15, accès tenu du public. Il est précisé aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si... autoriser le public à accéder Oui, c'est-à-dire que le président, s'il ne souhaite pas une personne dans le public, il peut ne pas l'autoriser. C'est la loi. Mais... Parce que c'est ouvert au public, hein, donc, oui. C'est ça qui m'interpelle. Mais moi, en fait, le président autorise le public à rentrer. Voilà. Alors, c'est des textes que nous n'avons pas inventés, qu'on a retrouvés dans tous les conseils municipaux. Ben oui, je comprends. En effet, le public peut venir au conseil municipal. J'ai envie de dire que aujourd'hui, quand nous avons des vidéos en plus, donc tout le monde peut les regarder, c'est à tout public, voilà. Mais je pense que ça permet au président de ne pas autoriser quelqu'un. Sans doute, c'est plutôt l'inverse. Oui, non, mais sur quel critère? Il n'y a pas de critère. Autant comme s'il y a du désordre, je comprends. T'es plus devant le micro, monsieur. Ça peut aussi faciliter le micro. Et monsieur Néron, je pense que c'est aussi une phrase qui permet de pouvoir faire un conseil municipal à huis clos, lorsque le président le décide. Ça autorise le président, du coup, à ne pas accepter le public, puisqu'on a aussi le droit de faire des conseils municipaux à huis clos. Pas d'autres questions sur ce conseil municipal? Oui, monsieur Forestier. Juste une remarque, quand vous dites que les questions orales doivent être, vous êtes apportées 3 jours avant le conseil municipal, ce que je comprends. Par contre, la convocation 5 jours, ce qui fait que nous, en 2 jours dans la semaine, c'est pas forcément facile de pouvoir délibérer entre nous pour pouvoir avoir des questions pertinentes lors du conseil municipal. En fait, bon, la loi c'est comme ça, c'est 3 jours francs. Vous savez bien que si vous envoyez vos questions le vendredi, on les accepte sans souci. Là où j'ai plus de mal, c'est le dimanche soir, pour le lundi soir, parce que du coup, j'ai du mal à trouver les réponses en fait aux questions. C'est surtout ça, et que j'ai envie de vous répondre clairement. Donc, il faut que j'aille voir les services pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous les envoyez 3 jours francs, vous voyez, normalement, c'est pas, on ne considère pas le dimanche comme un jour franc, mais si vous les envoyez le vendredi, ça nous va très bien, il n'y a aucun souci. Bien, bah écoutez, je vous propose de le passer aux voix, ce règlement intérieur. Du coup, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc le point suivant, est un point que je vais laisser à ma chère Corinne, adjointe aux finances. Alors, c'est la convention de recouvrement et d'engagement partenarial 2023-2025 entre la commune du Lude, le service de gestion comptable de Montval, le conseiller aux décideurs locaux de la communauté de communes Sud-Sarthe et la direction des finances publiques de la Sarthe.
Donc, dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l'amélioration de la qualité des comptes, les partenaires souhaitent s'engager dans une démarche volontariste visant à accroître l'efficacité des circuits comptables et financiers et le service rendu aux usagers et à renforcer leur coopération. Donc, compte tenu de la multiplicité des échanges et relations entre la collectivité et les services de la DDFiP en matière de secteur public local, il convient de sécuriser ces mouvements comptables et financiers. Alors, juste pour préciser, on signe cette convention parce que je pense que vous le savez, mais avant, nous dépendions de la Flèche. D'accord, notre trésorier était à la Flèche. Aujourd'hui, la réorganisation de la trésorerie fait que nous dépendons de Montval. Donc, on est obligé de revoter cette convention qu'on avait avec la Flèche et de la revoter maintenant sur Montval. Voilà. Et donc, la convention a été écrite par le trésorier de Montval que vous avez dû recevoir tous en pièce jointe. Et du coup, donc, ce qui va permettre de faciliter le travail de l'ordonnateur en développant et enrichissant les échanges, d'améliorer l'efficacité des procédures, maîtriser les délais de paiement et améliorer les conditions de recouvrement en modernisant les chaînes de recettes et de dépenses. Bon, après, c'est des choses qui étaient déjà faites avec la Flèche aussi, avec le CDL, qui nous fait un compte-rendu de la situation à l'année. Donc, ça ne va pas changer beaucoup de choses. Donc là, il vous est proposé donc du coup d'adopter la convention de recouvrement et d'engagement partenarial entre la commune de Lelud, le service de gestion comptable de Montval, le conseiller aux décideurs locaux de la communauté de communes Sud-Sarthe et la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. Avez-vous des questions? Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, j'en ai une. C'est à caractère définitif ou c'est... Ben, en fait, c'est pour y mettre. Alors, Monsieur Forestier, le caractère définitif de la convention ou du fait qu'on soit à Montval? Ah oui. J'avais compris que Corinne n'avait pas compris la question. D'accord. Aujourd'hui, je pense que c'est à caractère définitif dans la réorganisation. Maintenant, rien ne dit qu'il n'y a pas encore une réorganisation dans quelques années des services de l'État. Oui, c'est ça, oui. Okay. Bon, en tout cas, cette convention a le mérite d'exister et d'écrire clairement les droits et les devoirs de chacun. Et ça nous permet aussi, sur certaines situations qui sont un petit peu complexes parfois financièrement avec le Trésor public, de pouvoir s'appuyer sur cette convention pour demander des comptes. Puisque vous avez vu dans la convention, il y a aussi toute cette phase de recherche. L'idée, c'est de recouvrer le maximum de factures et de ne pas avoir des dettes qu'on doit annuler ensuite et qui sont du coup débiteurs du compte municipal. J'espère qu'en effet, cette convention pourra bien fonctionner, mais on verra tout à l'heure qu'il y a un sujet déjà dans le conducteur. Voilà. C'est ça. Passer au vote, du coup. Donc, du coup, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Donc, ensuite, on passe aux affaires financières, donc dans les tarifs communaux 2023 que vous avez tous reçus. Donc, pour faire suite aux propositions des différentes commissions et qui a eu un avis favorable de la commission administration générale et finances en date du 29 novembre. Donc, nous vous présentons les tarifs communaux 2023 qui vous ont été joints. Donc, on précise que les tarifs sont applicables donc à compter du 1er janvier 2023, mis à part la saison culturelle, ronsard, piscine et restaurants scolaires qui seront applicables au 1er septembre 2023. Donc, au niveau des tarifs, est-ce que vous aviez des questions particulières? Je sais qu'elles ont été Tous les tarifs ont été vus en commission. Voilà. Donc non, je ne vois pas de questions. Donc je vous propose de les voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on passe aux demandes de subvention au titre de la DETR du DSIL pour l'année 2023. Donc, dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et aux dotations de soutien à l'investissement public local pour l'année 2023, les projets susceptibles d'être éligibles sont donc en 1, les travaux de désamiantage et de démolition sur le site de Candia, dit friche industrielle, et en 2, la réfection des façades commerciales de la rue du Bœuf. Donc, on vous propose d'adopter les projets que je vais vous décrire ci-dessous et de solliciter le concours de l'État et arrêter les modalités de financement suivantes.
Donc pour le dossier numéro 1, pour les travaux de désamiantage et de démolition sur le site de Candia, dit friche industrielle, donc en maître d'ouvrage pour un montant de 749 000 €, une DETR 2022 de 400 000 € et la DETR DSIL 2023 de 500 000 €. Donc le maître d'ouvrage, c'est la commune. La DETR 2022, c'est ce que nous avons eu l'année dernière pour tous les travaux sur la friche industrielle. Et la demande de cette année, c'est la DSIL 2023 à hauteur de 500 000 €. Voilà. Donc si on a tout ça, ça veut dire que l'État nous aidera à travailler sur la friche industrielle à hauteur de 900 000 €. Et ensuite le deuxième. Et ensuite, pour le dossier numéro 2, pour la réfection des façades commerciales de la rue du Bœuf, donc vous avez eu sur la table une modification au niveau du montant du maître d'ouvrage qui n'était pas 240 000 € mais 78 000 €. La région pour les PCC de 42 000 € et la DETR DICL à 50% de 120 000 €. Donc la région PCC nous a déjà accordé la subvention de 42 000 €. Nous, le maître d'ouvrage, il nous restera 78 000 € à financer. Nous faisons une demande, c'est une demande, d'accord, hein, on va attendre le retour de l'État, de 120 000 €. Il faut savoir que ces dossiers doivent être déposés avant le 15 décembre. Voilà pourquoi on vous les présente aujourd'hui. Donc du coup, il vous est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à déposer une demande au titre de la DETR ou DSIL pour l'année 2023, d'attester l'inscription des projets au budget de l'année 2023, d'attester de l'inscription des dépenses en section d'investissement et d'attester de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc je vous propose de les voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nous n'avons pas fini. Donc, ouverture des crédits 2023, des budgets principaux, camping, ronsard, assainissement et eau. Donc, comme tous les ans, avant que le budget soit voté, il est possible d'autoriser Madame le maire à procéder à des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'année précédente. Donc, nous vous proposons d'autoriser le maire jusqu'au vote du budget 2023 à mandater les dépenses d'investissement sur les budgets principaux, camping, ronsard, assainissement et eau, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022, conformément au tableau suivant. Donc là, vous avez tout le détail des tableaux en suivant. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va aborder un sujet que nous avons déjà abordé et qui se retrouvera à chaque conseil municipal quasiment, hein. C'est donc la somme irrécouvrable de 6 843,68 €, dette que nous a laissée une entreprise qui a donc fermé ses portes. Notre trésorier donc, nous demande d'annuler cette dette. Et donc, la dernière fois qu'on vous l'a présentée au conseil municipal, nous avions voté contre avec la proposition de faire un courrier. Monsieur Néron, le courrier n'a pas été fait, je crois. Hein, donc là, il faudrait, Monsieur Néron et Madame Bourrel, si vous voulez faire un courrier, il faudrait le faire. Le problème, c'est que tant que cette somme ne sera pas annulée, nous l'aurons à chaque conseil municipal. Et comme l'entreprise a mis la clé sous la porte depuis un certain nombre d'années maintenant, si vous regardez, ça date donc l'arrêt de la Cour des comptes, c'est du 25 janvier 2018. Alors ça, c'était l'exemple qui vous a été donné par rapport à la commission, l'avis défavorable de la commission administration générale. Et donc, le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs date, lui, du 25 juin 2019. Donc, en 2019, donc 2020, 2021, 2022. Et si nous ne votons pas cette admission en non-valeur fin 2022, nous allons la retrouver en 2023, puisque tant qu'elle n'est pas annulée, on la retrouvera à chaque conseil municipal. Voilà. À moins qu'on trouve le moyen d'être remboursé, mais comme l'entreprise n'existe plus, ça va être très compliqué. Et le trésorier public, évidemment, lui, ne peut pas nous rembourser la somme, donc il va nous le présenter à chaque fois. Donc moi, je vous le représente aujourd'hui pour savoir si le conseil municipal accepte ou pas donc d'annuler cette dette de 6 843,68. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire sur cette demande? Oui, monsieur Néron. Oui, je ne vais pas refaire la genèse de l'affaire.
Normalement, puisque j'ose espérer que la précédente décision du Conseil dans laquelle on refusait l'annulation a été portée à connaissance du trésorier. Donc, tout à fait. À l'époque, on lui demandait de justifier d'une façon concrète toutes les démarches, telles qu'elles sont précisées dans le texte là, s'il avait bien fait toutes les démarches auprès du liquidateur judiciaire pour assurer le remboursement de ses créances, sachant, je me répète, que ce sont des loyers post-règlement judiciaire et qui sont dus. Donc, est-ce qu'il y a un hiatus entre la trésorerie et le mandataire judiciaire? Le trésorier, est-ce que le trésorier a notifié au liquidateur ses loyers ou pas? Et si oui, ça sera de ses responsabilités. S'il a envoyé au liquidateur tous les documents nécessaires, c'est le liquidateur qui n'a pas répondu favorablement, et là, le trésorier aurait dû le relancer. Alors, la recherche aujourd'hui, qui est responsable de ce non-recouvrement pour des loyers qui sont dus? Alors, Monsieur Néron, je suis complètement d'accord avec vous, sauf que la recherche de responsabilité ne va pas nous emmener la somme. Donc on l'aura à chaque conseil municipal quand même. Mon souhait, après cette délibération, c'est qu'on écrive au procureur financier de la Cour des comptes. Voilà. Aucun problème. Pour ça, il faut prendre rendez-vous avec Madame Bourrel et puis Madame Noiseau et vous faites le courrier, il n'y a aucun souci. Comme j'avais dit la dernière fois. On attendait peut-être la délibération de ce soir avec les motivations qui sont dedans, telles qu'elles ont été rapportées. Maintenant, encore une fois, même si on arrive à approuver la responsabilité de l'un ou l'autre, le trésorier ne nous versera pas la somme, ni le liquidateur qui aujourd'hui n'existe plus. Et donc, de toute manière, on la retrouvera en non-valeur. Non. Il y a des décisions de jurisprudence. Les receveurs municipaux ont des systèmes de cautionnement. Les administrateurs judiciaires ont des systèmes de cautionnement. L'appel dont il est fait référence là, l'État sous couvert avait pris en partie le remboursement, puisque le receveur mis en cause, il y avait une succession là aussi en l'espèce, il y avait 4 ou 5 receveurs qui étaient intervenus pendant la période. Donc partiellement, chaque receveur était responsable. Voilà. Mais je vous confirme, Monsieur Néron, que nous ne retrouverons pas la somme. J'admets que c'est une démarche en contentieux qui est embêtante à faire, mais moi, si les collègues considèrent que 6 600 € aujourd'hui, on peut s'asseoir dessus, voilà, ok, mais moi personnellement, je considère que c'est une somme qui est due à la commune et qu'on peut recouvrer. Voilà. Alors, ça, c'est votre opinion. Nous, aujourd'hui, la recherche qu'on a fait avec le trésorier, etc., nous indique que nous ne retrouverons pas la somme. On peut aller en contentieux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et si on va en contentieux, ça va prendre un temps fou, mais cette somme, en fait, sera toujours dans notre budget. Il faudra toujours revoter à chaque conseil municipal pour l'admettre en non-valeur. C'est la grande difficulté. Maintenant, voilà, on l'a eu une première fois. Si ce soir, le conseil municipal est... Voilà, on va passer au vote. Si vous souhaitez encore une fois refuser cette non-valeur, on peut faire le courrier qu'on avait parlé déjà la dernière fois, Monsieur Néron, mais il faut le faire ce coup-ci, il faut y aller. Moi, je soutiens votre démarche de contentieux, il n'y a pas de souci, mais on le retrouvera au prochain conseil municipal puisque le trésorier va nous le mettre à chaque conseil municipal, ce qui est logique. Et même si on est en contentieux, le fait d'être en contentieux ne va pas l'enlever la somme de notre budget, en fait. Je pense qu'à travers les expériences de jurisprudence que j'ai lues, le procureur financier de la Cour des comptes va intervenir auprès de la DGFiP. J'ose espérer que là, on y verra un peu plus clair au niveau. Parce que là, aujourd'hui, pourquoi tous les receveurs, ils s'envoient la balle? Puisqu'ils assument, et c'est le cas typique que je mets en référence, quand un receveur, là, le receveur de Château du Loir, quand il a pris la suite de son collègue de Château de la Flèche, ils assument sans restriction, parce qu'il y a une confiance en eux. Et donc, en tout état de cause, ça va être le dernier receveur municipal qui va avoir le dossier entre les mains. Quand le procureur financier va intervenir, c'est lui qui va être responsable. Parce qu'il a dû certainement valider la reprise de la gestion de son collègue sans réserve. Et c'est dans toutes les décisions de jurisprudence, ils se font piéger comme ça, les receveurs. Monsieur Néron, comme je vous l'ai dit la dernière fois au conseil municipal, je suis complètement d'accord d'aller en contentieux, mais pour ça, il faut que vous travailliez avec Mme Bourrel et Mme Noiseau, puisque là, aujourd'hui, c'est vous qui connaissez bien ce dossier et qui souhaitez faire cette démarche. Moi, le conseil municipal peut vous soutenir, mais pour ça, il faut que vous travailliez avec Mme Bourrel et Mme Noiseau pour faire le courrier. Je suis à leur disposition. Là, on va prendre rendez-vous. Bon, ça n'empêche qu'il faut qu'on passe le vote
donc décide d'admettre en non-valeur ou pas cette somme de 6 843. Pardon, Monsieur Forestier. Oui, moi je pense que ce qui a été décidé au dernier conseil, enfin, quand le sujet était au conseil municipal, de voter contre et de faire le courrier et d'essayer d'avoir un dernier recours, ça n'a pas été fait, et je trouve ça dommage. Donc, personnellement, je voterai contre pour que ce recours soit proposé et on verra la suite des événements. Parce que là, pour l'instant, on se retrouve exactement au même point que la dernière fois. Je suis bien d'accord. Et c'est ce qui va se passer au prochain conseil municipal, même s'il y a un contentieux, hein, sachez-le. Puisqu'en fait, cette somme, malgré on aura un contentieux, il n'y a pas de souci, on pourra aller en contentieux, on demandera le remboursement de cette somme, etc. Sauf qu'aujourd'hui, elle reste comme une somme due dans le budget du conseil municipal. Et donc, une somme due et non recouvrable, elle doit passer en non-valeur. Donc, de toute manière, on la retrouvera systématiquement. Voilà, et je vous la représenterai, puisque ce sera à la demande à chaque fois du trésorier, bien évidemment. Quand on monte un budget, là on arrive en fin d'année, donc on clôt le budget, et donc il nous reste cette somme irrécouvrable qui normalement doit être mise en non-valeur. Bien, bah, écoutez, je vous propose de passer aux voix. Donc, on va faire simple. Qui vote contre cette délibération? Vous pouvez compter, messieurs, dames. Alors, moi, je vais Contre le fait de l'admettre en bien voir non-valeur. les noms des personnes. Alors, donc, Monsieur Forestier, Monsieur Frison, est-ce que vous votez contre le fait de la mettre en non-valeur? C'est-à-dire que si vous votez contre, on va le retrouver au prochain conseil municipal. Vous avez bien compris. Donc, alors on va faire l'inverse. Voilà, ça va être plus simple. Qui s'abstient? Qui vote pour? Moi, je vais voter pour parce que de toute manière, on va le mettre tout le temps. Donc, tant que la somme ne sera pas admise en non-valeur, on la retrouvera à chaque fois. Voilà. Donc, on est deux. Voilà. Techniquement et comptablement, en fait, même si on vote contre, ça ne change rien au budget municipal où on aura toujours cette dette. Donc, voilà. Parfait. Alors ensuite, on passe donc à la décision modificative, Madame Bourrel. Ah oui. Je vous ai fini. Donc, pour faire suite à la délibération du conseil municipal en date du 17 janvier 2022, actant les modalités de dissolution du syndicat intercommunal du Loir, donc la trésorerie a informé que les comptes du syndicat avaient été soldés et répartis sur chaque commune membre. Donc, la ville du Lude récupère une fraction des résultats excédentaires de fonctionnement et d'investissement. Il convient donc de délibérer sur la reprise de ces résultats. Donc, en secteur d'investissement en dépenses, on va porter au 001 moins 9 998,94. En section d'investissement en dépenses, on va porter au 020 9 998,94 en plus. En section de fonctionnement dans les recettes, on va porter au 002 la somme de 14 180,32. Et en section de fonctionnement en dépenses, nous allons porter au 6 815 la somme de 14 180,32. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Encore à toi. Donc, le reversement des acomptes des locations de Vaux-Naval. Donc, comme vous le savez, Vaux-Naval a été vendu le 8 novembre 2022 à SAS Vaux-Naval. Des acomptes avaient été encaissés donc, par la ville pour les locations prévues entre le 8 novembre et le 31 décembre 2022. Il y a lieu de reverser ces acomptes encaissés au nouveau propriétaire qui est de 1 220 €. Donc, on vous propose d'accorder le reversement de 1 220 € à la SAS Vaux-Naval et on précise que du coup les crédits nécessaires au reversement sont inscrits au budget principal 2022 au chapitre 67. Des questions par rapport à ça? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne la mise en place de la redevance spéciale pour la collecte du traitement des déchets. Vous savez qu'aujourd'hui, le traitement des déchets, ce n'est plus une redevance, c'est donc en lien avec la taxe foncière. Et dans ce cadre-là, le syndicat des déchets a décidé de mettre en place une redevance spéciale, en particulier pour les collectivités. Donc, Monsieur Ami, qui est vice-président, va pouvoir nous en parler plus librement.
Je suppose que vous avez tous sous les yeux la convention. Bien sûr, un modèle de elle est sur la convention. table. Ouais. La dernière permet de jouer. Elle a été posée, ouais. Depuis le 1er janvier 2022, le financement du service de gestion des déchets du syndicat Val-de-Loire est assuré par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, appelée TOM, en remplacement de la redevance d'enlèvement des ordures, appelée REOM. Or, le financement via la TOM n'est pas proportionnel aux quantités de déchets produites par les producteurs non ménagers, tels que les administrations, les établissements publics et certaines entreprises commerciales, artisanales, industrielles et de services. Il a donc été décidé lors du comité syndical du 17 mai 2022 d'appliquer aux producteurs non ménagers, dès lors qu'ils ne souhaitent pas faire appel à un prestataire privé, une redevance spéciale appelée RS pour financer le service facultatif de collecte et de traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères. Cette redevance spéciale sera définie de la manière suivante. Application de la redevance spéciale aux producteurs non ménagers, administration publique, dès le 1er litre. Au-delà de 10 000 litres, ce qui fait 10 mètres cubes de production hebdomadaire, c'est-à-dire à la semaine, le syndicat ne prend plus en charge les volumes étant trop importants. Dans ces cas-là, ils font appel à un autre prestataire privé. Une convention de redevance spéciale sera conclue entre le producteur non ménager et le syndicat du Val-de-Loire. Donc, l'adresse, il y a une erreur, l'adresse de production, c'est l'adresse de facturation qui est place François de Nicolai. La facture de la redevance spéciale sera adressée dans le courant du premier trimestre 2023. La facturation des éventuels apports en déchetterie fera l'objet d'une facturation distincte, ce qui ne change rien par rapport à la redevance. Cette facture devra être acquittée dans un délai de 20 jours, sauf si la commune a décidé au préalable d'opter pour le prélèvement automatique. Madame le maire propose d'adopter la convention pour la mise en place de la redevance spéciale à compter du 1er janvier 2023 et l'autorise à la signer. Est-ce que vous avez des questions? On a sur la redevance tous les points sur le modèle de convention, on a tous les points où on est producteur de déchets, y compris la ligne Candia où on a un bac de 80 litres qui a été rajouté, ce qui nous fait 105,66 €. Donc on a les salles des fêtes, stations d'épuration, foyer des Lilas. Foyer des Lilas, donc nous on peut procéder au recouvrement. On a le cimetière, on a école, cantine, salle des fêtes. Et ce qui fait au total un montant de 16 588,24 pour l'année 2023 de redevance spéciale pour la ville de Lutte. Le Lutte est lycée, bien sûr, la commune de Well. Avez-vous des questions par rapport à cette convention et cette redevance spéciale? Non? Bon, elle a été mise en place évidemment pour aider aussi les collectivités qui peuvent avoir des surfaces, parce que je vous rappelle que la redevance aujourd'hui des ordures ménagères est en fonction de la surface. Donc quand nous avons des bâtiments publics, nous avons des très grandes surfaces et potentiellement nous n'avons pas forcément de déchets ménagers, puisque nous avons des espaces, si je prends l'espace famille ou l'espace Ronsard, ce ne sont pas des déchets ménagers, on peut avoir éventuellement des cartons, etc. Donc nous regroupons l'ensemble de nos déchets en fait, et du coup ça fait un volume qui n'est pas lié au mètre carré, mais plutôt au volume de déchets que nous avons. Donc cette redevance spéciale, elle est là pour ça. Nous avons une redevance aujourd'hui qui est calculée à hauteur de 16 000 €. Je crois que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on payait lorsqu'on était en redevance. Voilà. Donc on n'a pas d'augmentation majeure du prix grâce à cette redevance spéciale. Bon, bah, du coup, je vais vous proposer de les passer aux voix. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer donc aux ressources humaines. Nous avons une modalité de mise en œuvre du compte épargne-temps. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on a une modification. Vous savez que les agents aujourd'hui peuvent cumuler donc du compte épargne-temps, ce qui leur permet de partir à la retraite plus tôt, par exemple. Donc, ils peuvent choisir de prendre des jours de congé et les mettre sur leur compte épargne-temps, qu'ils cumulent jusqu'à la fin de leur parcours professionnel pour pouvoir partir un peu plus tôt à la retraite s'ils le souhaitent, avec 60 jours maximum. Et donc, dans le cadre de ce compte épargne-temps, nous avions une définition de la réglementation pour les agents du LUD. Par contre, nous n'avions pas du tout précisé comment on récupérait les comptes épargne-temps des agents en mutation d'une autre collectivité. D'accord ? Le compte épargne-temps, comme je vous ai dit, ce sont des jours de congé que nous mettons de côté. Donc, la collectivité
finance ces jours, puisque nous avons une masse salariale sur l'année, d'accord? Donc la collectivité qui a l'agent finance ses comptes épargne-temps. Lorsque la personne mute, elle part dans une autre collectivité. L'autre collectivité qui accueille l'agent ne peut pas financer ces jours, puisqu'ils ont été financés par la première collectivité, d'accord? Sauf que nous sommes rendus compte avec des mutations que comme nous n'avions pas de règlement, nous ne pouvions pas demander à la collectivité d'où elle venait la somme des CET. Et donc, c'était à nous, collectivité, de remettre la somme des CET pour nos agents, et la collectivité d'où venait l'agent gardait l'argent. Alors, à un moment donné, c'est pas tout à fait juste quand même. Donc, du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, dans le but de maîtriser nos coûts, de masse salariale évidemment, et compte tenu de l'impact financier qu'engendre ce transfert, il vous proposait une nouvelle délibération qui indique la possibilité pour la commune du Lude de demander à la collectivité d'où vient l'agent, d'accord, où il était avant, une compensation financière. Cette compensation représentera le coût du nombre de CET de l'agent muté provisionné dans sa collectivité, mais qui n'est pas budgétisé dans la nôtre, d'accord ? En fait, c'est le même système que si demain vous travaillez pour une entreprise et vous faites de l'épargne, d'accord ? L'entreprise vous fait de l'épargne et puis vous changez d'entreprise, l'entreprise garde votre épargne et la nouvelle entreprise doit mettre la somme en épargne. Donc vous voyez, c'était pas possible en fait. Donc il fallait qu'on change la délibération. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions par ça? Donc c'est nous autoriser tout simplement à demander aux collectivités d'origine la compensation financière. En espérant qu'elle accepte, évidemment. Voilà. Mais bon, si on ne peut pas lui demander, de toute manière, elle ne risque pas de nous le proposer. Voilà. Donc, pas de questions particulières. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons une délibération sur le temps de travail. En fait, on avait déjà délibéré tous ensemble au conseil municipal sur le temps de travail, qui est de 1607 heures. Mais lorsque nous avons envoyé notre délibération et donc à la préfecture, elle nous est revenue pour des petites modifications que je n'ai pas là pointées. Mais des petites modifications, en fait, c'est surtout des modifications qu'on a dû rajouter. Ce n'est pas sur le nombre d'heures, ça c'est sûr. C'est plus, alors, mois de tête, ce sont donc le travail de nuit qui a dû être modifié, puisque nous, on avait mis un travail de nuit entre 22h et 7h, et en fait, la préfecture nous dit que c'est 5h du matin et non pas 7h. Donc, entre 5 et 7, nous, on considérait que c'était du travail de nuit. En fait, non, c'est du travail de jour. Voilà. C'est tôt, 5 heures, mais voilà, c'est les règles. Voilà. Et puis, donc après, on nous a aussi précisé que... alors, attendez que je vous retrouve. On nous a précisé aussi que donc, la durée de travail ne peut excéder 10 heures, on l'avait déjà mis. Ah oui, c'est sur la première partie. Donc la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures. Donc on avait mis comprenant le dimanche, et en fait le préfecture nous demande de mettre comprenant en principe, parce que potentiellement ça pourrait être un autre jour. Les articles entiers ont été modifiés, voilà. Les autres n'ont pas été. Voilà. En gros, ce sont les quelques, donc ce sont quelques mots, mais sur sur la délibération, c'est la même. Voilà. Donc on doit absolument la modifier en fonction de la demande de la préfecture. Avez-vous des questions par rapport à cette modification? Non. Bon, ça change pas grand-chose, mais en tout cas maintenant on est dans les clous. Voilà. Je vous propose de la passer aux voix. Donc on l'a déjà voté, mais qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons un contrat d'assurance des risques statutaires. Alors, vous savez que nous sommes une collectivité, nous avons l'obligation de souscrire une assurance pour l'ensemble de nos agents. Et donc, le centre de gestion de la Sarthe a fait un groupement de commandes et a proposé à l'ensemble des collectivités donc des assurances avec un coût moindre que si on avait été seul, nous, devant un assureur. Vous savez comment c'est ce qu'on appelle des groupements de commandes. Donc, on vous propose aujourd'hui de valider ce groupement de commandes. Donc, vous avez les propositions sur les assureurs avec les risques. Nous avons une modification, je ne vais pas vous cacher, dans nos risques.
C'est-à-dire que pendant des années, à la commune du Lude, nous n'avions quasiment jamais mis les risques de grossesse, puisque nous avions une moyenne d'âge d'agents assez âgée, et donc potentiellement, nous n'avions pas trop de risques d'avoir des congés maternité, puisque ces assurances nous financent une partie en fait des salaires que nous devons verser aux personnes en arrêt. Et donc le congé maternité, nous ne l'avions pas pris pendant des années parce qu'il y en avait très peu. Sauf que nous avons recruté des jeunes femmes au sein de la collectivité et que maintenant, c'est horrible de dire le risque est là, puisque c'est pas un risque, c'est quand même une super nouvelle, c'est pas un risque. Moi, je suis très très contente quand les agents attendent des bébés. Ça veut dire qu'il y a plus de gens dans les écoles, tout ça, donc moi ça me plaît bien. Mais pour les assurances, c'est un risque, voilà, statutaire. Donc on l'a du coup rajouté, sans franchise, vous avez dans le tableau les pourcentages, hein, c'est à 0,49% sur l'assiette de cotisation, voilà. Donc on a tous les risques garantis, accidents de service, maladies professionnelles, graves maladies, maternité, paternité. Évidemment, les agents font des bébés, mais les papas qui sont agents peuvent aussi prendre le congé paternité, adoption et maladies ordinaires. Voilà, et donc on a quand même une baisse significative des pourcentages et donc de la cotisation de la commune via ce groupement de commandes au centre de gestion que je remercie de leur proposition. Avez-vous des questions par rapport à cette assurance obligatoire? Je vous propose de la passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et donc nous sommes assurés en cas de congé maternité. Donc si nos agents souhaitent, ce ne sont pas pour les élus, je tiens à le préciser. Ensuite, on doit vous proposer, hein, c'est comme tous les ans, le rapport social unique 2021 que vous avez reçu. On va regarder un petit peu ensemble parce que c'est intéressant quand même de faire un petit point sur ce rapport. Donc, on vous a donné les effectifs. Donc, aujourd'hui, la commune nouvelle a 69 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2021. C'est le rapport social unique de l'année antérieure, hein, bien évidemment. Nous avons 53 fonctionnaires, 15 contractuels permanents et un contractuel non permanent. On n'a pas de contractuel permanent en CDI, voilà. Et on vous note les caractéristiques des agents permanents, donc où ils sont placés. Donc en filière administrative, on a 21% de titulaires, 27% de contractuels. En technique, nous avons 62% de titulaires et 53% de contractuels. Voilà. On vous donne aussi par genre et par statut. On voit que sur nos titulaires, nous avons 40% d'hommes et 60% de femmes. Sur les contractuels, nous avons 73% de femmes. Et donc, sur l'ensemble, nous avons 63% de femmes et 37% d'hommes. On a donc moins d'hommes qui travaillent pour la commune que de femmes. Oui, tout à fait, j'ai dit que c'était 2021, c'est N-1, Madame Levert. Ensuite, vous avez un temps sur le temps de travail des agents permanents. Vous avez la pyramide des âges qui est intéressante. C'est une pyramide des âges qui évolue. Nous avions une pyramide des âges avec un pourcentage très élevé de 50 ans et plus. Aujourd'hui, on commence à avoir une pyramide des âges plus importante entre 30 et 49 ans. Vous voyez, on a 41% de femmes qui sont entre 30 et 49 ans, 16% d'hommes. Nous avons 21% d'hommes de plus de 50 ans et 18% de femmes. Nous n'avons que 4% de femmes de moins de 30 ans. Voilà, ensuite vous avez un point aussi sur les mouvements de personnel, les variations d'effectifs. Nous avons une baisse du nombre de fonctionnaires de 3,6%, nous avons une augmentation de contractuels de 114%. Alors il faut savoir que nous avons beaucoup de contractuels parce que nous avons beaucoup d'agents aussi qui fonctionnent sur des services touristiques. Hein, je pense en particulier à la piscine, je pense en particulier à notre camping, etc. Donc nous recrutons beaucoup de contractuels et de saisonniers. Voilà, les principaux modes d'arrivée des agents permanents dans notre collectivité, ce sont des remplacements pour agents qui sont en arrêt ou qui sont en disponibilité, en détachement. Et puis, nous avons 9% par voie de mutation. Voilà. Et les principales causes de départ des agents permanents chez nous, c'est intéressant de le voir, on a 56% de fin de contrat de remplacement, c'est-à-dire que les gens arrivent à la fin de leur contrat et le contrat ne continue pas, donc ils ne restent pas dans notre commune. C'est le cas lorsque l'agent permanent revient de congé maladie, par exemple. Le contractuel ne continue pas.
Nous avons 31% de départ à la retraite et nous avons seulement 6% de mutation. C'est-à-dire qu'on a très peu de départs à la ville du Lude. Nous avons des arrivées, des départs à la retraite, mais nous avons très peu de départs volontaires. Globalement, si je prends 2022, nous avons eu aucune demande de mutation. Voilà, et aucun départ. Et en 2023, nous aurons Madame Godin qui partira à la retraite. Donc, et Madame Comte aussi qui part à la retraite. Donc nous avons 2 agents qui partent à la retraite. Voilà, on vous parle après de tout ce qui est budget rémunération, qui est intéressant quand même que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, le budget donc de notre masse salariale sur le budget global de notre fonctionnement de commune, c'est 43,28% des dépenses de fonctionnement de la commune, c'est de la masse salariale. Par rapport à des villes de notre strate, c'est plutôt faible. On est normalement entre 50 à 55%. Donc nous sommes quand même en dessous. On vous donne aussi les catégories, en fait, le régime indemnitaire. On vous donne les taux d'absentéisme aussi. Alors le taux d'absentéisme, je tiens quand même à vous dire que nous avons un taux qui est assez élevé pour une raison assez simple, c'est que nous avons 2 personnes aujourd'hui qui sont en longue maladie et donc qui sont toujours comptabilisées en fait dans notre taux d'absentéisme, mais qui ne reviendront pas travailler, mais qui sont en longue maladie jusqu'à leur retraite. Donc on les aura toujours en comptabilisation en fait d'absentéisme. Voilà, et puis on a eu un accident de travail en 2021 pour 69 agents. Voilà, donc ce qui est quand même très faible, mais je préférerais qu'il y en ait 0. Voilà. Et nous avons 3 travailleurs handicapés qui sont donc permanents à la ville du Lude. Voilà. Et enfin, sur les dernières pages, vous arrivez sur la notion de formation, d'action sociale et puis des précisions méthodologiques. Donc ce document est intéressant pour avoir un petit peu un positionnement assez clair de nos ressources humaines et pour vous montrer que une collectivité où il y a peu de départs, en général, c'est une collectivité où on s'y sent bien et c'est plutôt intéressant de le voir. Donc il y a un vote sur le rapport social unique. Oui, c'est un avis favorable. Donc le comité technique a donné son avis favorable le 5 décembre, mais on vous demande aussi un avis favorable. Donc qui vote contre ce rapport? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous arrivons au terme de nos sujets. Nous allons vous donner quelques informations diverses. Donc comme on le fait, on va passer la parole à nos adjoints. Donc du coup, on va commencer par Madame Aubert. Madame Petit, pardon. Oh là là, Madame Petit. Je vais m'y faire. Alors, une petite information donc, sur la commission santé et solidarité. Donc en premier, sur le repas des aînés qui s'est passé hier. Donc ça a été un franc succès. On avait fait des enquêtes de satisfaction, ça nous est revenu avec des sans faute, parfait, et ils reviennent l'année prochaine. Ça a été vraiment une journée mémorable, franchement. On a vraiment apprécié aussi bien les élus, les bénévoles, les animations, ils ont adoré. Le service par la commune, pareil, ça a été super bien pris. Donc, ils sont prêts à revenir l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, peut-être plus nombreux. On a réussi à ne rien renverser sur la tête des personnes âgées, ce qui est quand même extraordinaire parce que nous n'avons pas forcément la compétence service, mais on a quand même réussi à servir 160 personnes. Je tiens à le signaler. Et Madame Petit, voilà, bravo. Merci à toute l'équipe qui était présente hier avec nous. Nous avons été un petit peu obligés de dire à la musique de s'arrêter de jouer parce que sinon, je pense qu'on y serait encore aujourd'hui à danser et à discuter. Voilà, il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Ils étaient très, très contents. Je remercie aussi le relais de la Marconne de Dissé qui a fait le repas et qui c'était
très bon. La CAPL pour la boisson, je fais un petit peu de pub, ça leur fait pas de mal, puisqu'en fait, nous avons tout acheté en local. Le boulanger, c'était un boulanger du Lude. La fleuriste, c'est aussi, qui a fait la décoration, est aussi du Lude. Donc voilà, on a vraiment voulu faire un repas des aînés avec tout ce qu'on peut faire au Lude, et on peut faire tout un repas complet avec nos artisans professionnels du Lude. Je perds mon chapeau. Et donc voilà, donc c'était une très très belle journée, on a dansé, on a chanté avec eux, et vraiment c'est à refaire. Alors merci beaucoup, parce que c'est une demande que je fais depuis 4 ans à peu près, donc au bout de 4 ans j'ai réussi, je suis contente, voilà. D'autant plus du résultat. Merci. Nous continuons donc avec la distribution des colis donc vendredi 16 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Avec l'après-midi un goûter qui sera offert. Donc les colis qui ne sont pas donnés le vendredi seront remis en porte-à-porte samedi matin. Donc on ira faire du porte-à-porte avec les petits jeunes du conseil municipal jeunes qui vont nous accompagner. Au niveau de la santé, donc mardi 6 décembre a eu lieu une réunion avec les professionnels de santé de l'intercommunalité, auquel je suis allée pour représenter la commune nouvelle, car Madame Latouche était également en réunion, qui était d'ailleurs avec Monsieur Boussard, mais qui n'a pas vraiment compris en fait que Madame Latouche était déjà en réunion. Donc je représentais la commune nouvelle. Donc la création d'une association, le Lude-Luché, a été créée pour le projet d'une maison de santé pluridisciplinaire portée par 4 médecins. Donc, ils feront du lien avec les médecins de Luché, mais les médecins de Luché n'iront pas sur le Lude. Pardon. Il leur a été fait 2 propositions de bâtiments, donc l'ancienne gendarmerie et l'espace intercommunal. Il a été demandé si la commune avait des terrains nus. J'ai proposé le terrain à côté du vétérinaire, sachant que les professionnels auraient aimé un projet à long terme, donc pour éviter de redéménager. Mais M. Boussard ne souhaite pas pour une question de budget. Les professionnels de santé souhaitent avoir une réponse rapide de l'intercommunalité sur ce qu'ils auront décidé pour la délocalisation de l'espace intercommunal, mais c'est long. M. Boussard s'est engagé à donner une réponse au plus tard février. La commune n'ayant pas la compétence santé soutient le projet, a déjà fait plusieurs propositions qui n'avaient pas été retenues par les professionnels de santé, mais c'est à l'intercommunalité que revient la compétence. M. Boussard reste vague dans ses réponses auprès des professionnels de santé qui, eux, souhaitent avancer dans le projet d'une maison de santé. Donc, sachez que suite à cette réunion où je n'ai pas pu être présente, puisqu'en fait je présidais le comité syndical du pays, en effet avec M. Boussard qui est parti en plein milieu de réunion pour rejoindre cette réunion dont nous n'avions pas connaissance avant une quinzaine de jours. Un courrier va partir de la mairie à l'ensemble des professionnels de santé, il va partir demain, où nous allons répondre très précisément sur leurs demandes de terrain, puisqu'en effet Céline a répondu qu'il y a le terrain à côté du vétérinaire, il y a aussi l'ancienne gendarmerie, mais on a d'autres terrains aussi sur la commune. Donc je préfère être exhaustif auprès de l'ensemble des professionnels de santé et qu'ils aient vraiment les réponses claires de la commune. Voilà. Donc un courrier, je vous le ferai parvenir par mail, un courrier très clair. Et puis le deuxième point qui est important dans ce courrier aussi, et là où j'ai été extrêmement surprise, c'est que M. Boussard propose donc le bâtiment qui appartient à la commune, puisque l'ancienne trésorerie, qui est aujourd'hui la maison des services en plein centre-ville, appartient toujours à la commune. Donc il propose ce bâtiment qui appartient à la commune aux professionnels de santé, sauf qu'il y a la maison des services dedans. Maison des services qui a été portée, je rappelle, par M. Nicolaï et Marie-Vonne Bonpas, qui ont eu une labellisation d'État sur cette maison France Service. Et le critère principal, c'était le fait que ce soit dans une ville de centralité, donc le Lude, et en centre-ville. Donc aujourd'hui, là où je suis très surprise, c'est que l'État et la commune du Lude n'est pas au courant du fait que la maison France Service déménagerait où, comment. Enfin voilà, ce sont des questions là qui demeurent et qui sont restées, quand Céline m'a fait le compte-rendu de la réunion, assez surprenantes. Voilà, donc je vais, avec M. Nicolaï qui a porté la maison France Service, nous allons demander un rendez-vous avec M. Boussard pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est quand même un bâtiment communal, donc on aimerait savoir ce qui s'y passe. En plus, les professionnels de santé n'étaient pas chauds, eux, pour aller sur ce bâtiment intercommunal,
pour des raisons de parking, pour des raisons diverses et variées. Mais bon, sur le principe, nous sommes d'accord, nous propriétaires, si demain on a une maison de santé à cet endroit-là, oui, mais il faut quand même nous consulter déjà parce qu'on est propriétaire, et puis ensuite, il faut qu'on sache où va la maison France Service, qui est quand même extrêmement utile à nos habitants, qui répond aujourd'hui à des vraies demandes de nos habitants et que nous ne sommes pas prêts à voir partir. Donc voilà, ce sont des vraies questions. Donc je prépare un courrier là pour le président de l'intercommunalité que j'ai vu avec Céline, vraiment pour répondre à chaque question qu'ont posé les professionnels de santé, pour qu'ils puissent avoir un écrit de notre part, quelque chose de clair, en tout cas, où nous nous engageons, quel que soit le projet de l'intercommunalité, à proposer un terrain, un bâtiment. Enfin, voilà, la maison de santé, c'est important, primordial pour nous, on le sait. Voilà. Et donc, nous investissons aujourd'hui de l'argent sur un cabinet médical en centre-ville, comme vous le savez, place du Champ de Foire. Mais si demain, nous avons une grande maison médicale, ce serait quand même super pour la commune. Donc, voilà. Ils ont parlé de plein de choses. Hein. Ils ont parlé de l'ancien hospice, par exemple, aussi, donc à côté de l'hôpital, etc. Ils ont parlé de beaucoup de bâtiments. Donc, je vais leur répondre. Nous, aujourd'hui, nous sommes ouverts sur toute proposition. Maintenant, la mairie ne peut pas financer les travaux puisqu'elle n'a pas la compétence. Donc, du coup, en fait, on ne peut pas avoir d'aide financière. L'État nous refuserait de nous aider, la région aussi, tout le monde refuserait puisque la compétence est intercommunale. Donc, c'est à l'intercommunalité de monter le projet, de le financer et d'aller chercher des financements, des cofinancements auprès de l'État, de la région, etc. Voilà. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des réunions avec l'intercommunalité. Merci Céline. D'autres points? Non, c'est bon? Parfait. Du coup, Michel, est-ce que tu as des informations? Donc, le 29 novembre, nous sommes allés à la remise du label Ville et Village Fleuris à Savigny-l'Évêque. Donc, le LUD garde ses 2 fleurs. Donc, une bonne année en gardant 2 fleurs LUD et les 5 pétales à 17. Voilà. Et à titre d'information, on est en train d'organiser donc une petite cérémonie. Vous allez avoir l'invitation pour les 5 pétales et l'arbre qu'on a planté à Dissé. Voilà, ça va être une cérémonie un peu sympathique, un petit cadeau de Noël, Monsieur Dessert, enfin, avant Noël. Voilà. Monsieur Delaunay? Oui. Alors, concernant le marché de Noël, nous remercions tous les Ludois et autres publics d'ailleurs pour être venus si nombreux à cette magnifique journée. On a accueilli beaucoup de monde avec plus d'une 50aine d'exposants, beaucoup d'animations, avec le beau temps, tout s'est bien passé. Donc surtout, je remercie aussi les agents qui ont œuvré en amont pour la belle réussite de cette journée. Concernant les bâtiments économiques, alors encore une fois, je croise les doigts, mais on peut d'ores et déjà vous annoncer que nous allons finir l'année en signant le premier bail locatif du premier bâtiment de la zone industrielle des Tourelles. Nous sommes censés le signer le 28 décembre pour un début d'activité début janvier. Je pense que le prochain conseil vous en parlera un petit peu plus sur l'activité et puis le nom de l'activité. Je pense qu'on pourrait rien dévoiler encore. Tant que la signature n'est pas faite, je pense qu'on va rester encore un peu discret. Une autre information qui concerne surtout les commerçants et artisans. Information nouvelle d'aujourd'hui, car une certaine Madame Girard téléphone aux commerçants et artisans pour proposer des services, bien sûr, d'argent qui concernent la publicité pour soi-disant fabriquer le guide de la commune. Or, la commune n'a aucunement missionné cette entreprise et encore moins cette dame. Donc, messieurs, mesdames, les commerçants et artisans de la ville du Lude et certainement des alentours, restez méfiants. Nous y sommes pour rien. Notre guide de la commune, on sait le faire de façon différente. Et puis, si vous avez un doute, vous appelez la commune, on vous répondra tout de suite. Le guide de la commune est inconnu chez nous. C'est bon, monsieur? Parfait. Madame Uttereau? Oui. Alors, le vendredi 2 décembre, nous avons organisé le Téléthon au complexe sportif. Donc, je tenais à remercier toutes les associations et les bénévoles qui nous ont aidés à organiser cette manifestation. Donc, entre le vendredi 2 et le dimanche 4, la tombola du marché de Noël, nous allons verser au Téléthon la somme de 917,50 €. Bravo. Voilà, oui. Très belle opération.
Monsieur Ami. Donc un point sur la sécurité bâtiment accessibilité. Actuellement, on est en finition aux deux rues des Croissants, pardon. Donc l'ancien. Du Croissant, il y en a Du qu'un. Croissant. Des Croissants, ça fait beaucoup. Donc on peut croiser les doigts pour qu'on puisse ouvrir en janvier. Actuellement aussi, c'est la finition de la voie douce entre l'esplanade Brinsens et France Service. Là, c'est pareil. Comme j'avais dit la dernière fois, le Père Noël pourra passer Avec son traîneau. avec son traîneau. Actuellement, c'est l'achèvement de la restauration du porche de l'ancien hôpital et de la chapelle par la pose de la couverture du fronton et de ses 2 œils de bœuf. La commune nouvelle avait été lauréate du plan de relance national concernant la sauvegarde du patrimoine lancé pendant le confinement. Donc je pense que l'échafaudage va disparaître dans la semaine et la restauration du fronton sera terminée. Merci. Il y a un concert jeudi soir, mais je vais prendre la main sur la culture puisque j'en ai pas là. Donc je vais vous lire ce qu'il avait préparé. Retour sur les événements du passé. Donc on a eu un spectacle qui s'appelle Elle et moi le 20 novembre. On a eu 96 spectateurs, 104 abonnés pour la saison culturelle à ce jour. C'est une bonne nouvelle. Voilà, on a eu le marché de Noël le 4 décembre, on a eu un atelier light painting, alors moi je l'ai fait, c'était très chouette, donc vous êtes dans le noir, vous avez des sortes de sabres laser de couleurs, ils projettent une image au fond et en fait vous bougez avec la lumière et ça vous fait, elle prend des photos et ça fait vraiment des photos magnifiques, voilà. Donc c'est par la photographe Marie Landreau dans le cadre de la microfolie, donc c'était pendant le marché de Noël. Nous avons aussi mis en place des animations à la microfolie avec un café-musée tous les premiers vendredis de chaque mois, qui est donc animé par Marianne Corbel, donc, que je remercie. Pour la première fois, donc le vendredi 2 décembre, on a eu 15 personnes. Voilà, toutes les classes de la commune nouvelle, de la petite section au CM2 autour du thème couleurs, vont suivre un atelier créatif tout le mois de décembre et début janvier, donc, à la microfolie. Et des réalisations sont actuellement exposées à la Maison des Artistes. On a un certain ralentissement du cinéma, mais c'est normal. Toutes les salles de cinéma sont un petit peu en difficulté ces temps-ci. Et donc, le ciné senior du 7 décembre n'a accueilli que 21 personnes. Voilà. Certains spectateurs, donc je réponds à la question que certains spectateurs se posent, puisque nous avons du personnel de sécurité. Lorsque nous avons fait aussi le repas des aînés hier, nous avions un personnel de sécurité présent, debout. Ils ont tous voulu le faire un soir, mais en fait, il ne peut pas. Quand il est en service, il doit rester debout. Et donc, c'est une obligation aujourd'hui liée au plan Vigipirate et donc aussi au fait que nous avons des ERP, c'est-à-dire des établissements recevant du public. Et ces personnes doivent être titulaires d'une agrémentation SIAP, Service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, au cas où nous avons un accident. Les événements à venir, donc le 18 décembre, c'est le cinéma de Noël offert aux familles de la commune nouvelle. Donc on accueille à 10h avec un petit déjeuner de Noël et ensuite on aura Noël avec les frères Koala. Le mercredi 4 janvier, un ciné senior. Le vendredi 6 janvier, un spectacle de musique classique et musique du monde, Quand est-ce qu'on danse. Le dimanche 29 janvier à 15h, la folle journée en région avec comme thème Ode à la nuit. Je vous invite vraiment à venir le voir, ça va être un très très beau concert. Ce spectacle cette année, Ode à la nuit, qui est donc, ce sont les folles journées en région. Donc d'abord ça commence par la région et puis ensuite il y aura des spectacles aussi à Nantes. C'est vraiment un très très beau concert dans une salle qui s'y prête bien. Tous les ans nous avons les folles journées en région, il faut en profiter, c'est un spectacle qui est offert par la région. Et toutes les communes n'ont pas. Et la plupart, c'est La Flèche ou Sablé par chez nous. Hein. Donc, on a de la chance d'en avoir un au Lude. Et puis, nous avons le spectacle de Lola Dubini, le 6 mai, qui a été supprimé. Et nous sommes en recherche d'un nouveau spectacle en remplacement. Cette artiste ne pouvait plus venir. On a commémoré le 5 décembre la fin de la guerre en Afrique du Nord. Nous l'avons fait devant la mairie. Les membres de l'UNC ont pris la décision de ne plus l'organiser de cette façon, d'abord parce que c'est une cérémonie qui se passe la semaine à 17h, les gens travaillent, donc on est tout seul entre nous en fait à faire une cérémonie, et il n'y a pas d'intérêt si on n'a pas les enfants, si on n'a pas les familles. Et puis donc elle sera intégrée au 11 novembre, qui est la journée nationale d'hommage à tous les morts.
Et puis, il y a une cérémonie donc, de plus grande ampleur au niveau de l'ancien canton du Lude qui sera le 5 décembre ou le dimanche le plus près, et on participera donc à cette cérémonie plutôt du canton. Le congrès départemental des anciens combattants est prévu au Lude en 2023. Nous sommes en train de l'organiser. Donc, ça va être une très belle cérémonie avec de nombreux porte-drapeaux. Il y aura donc une cérémonie en ville et puis ensuite le congrès départemental à l'espace Ronsard. Beaucoup de personnes qui ont combattu seront présents, des porte-drapeaux, des anciens combattants. Ce sera un beau moment pour la ville et un beau moment aussi de commémoration et d'histoire. J'espère vraiment que les familles et les enfants seront présents ce jour-là, parce que ce sera quand même très chouette. En général, ça regroupe 450 personnes, dont 120 porte-drapeaux. Quand les 120 seront dehors à la cérémonie, vous allez voir, c'est très, très impressionnant et très émouvant. Voilà. Et je vous rappelle aussi que la cérémonie en souvenir des déportés qui avait lieu le dernier dimanche d'avril chaque année a été supprimée aussi. Le souvenir des déportés est intégré à la commémoration du 8 mai. Nous n'avons plus d'association présente pour cette commémoration. Voilà. Je voulais vous dire que le chantier des bords du Loir continue à œuvrer et à avancer. Vous avez dû tous voir la plateforme qui commence à arriver tranquillement et qui va être très chouette, où on va avoir une très belle vue sur le Loir. Je voulais aussi vous dire que nous avons donc installé les décos de Noël, vous avez dû les voir. Nous en avons diminué le nombre par souci aussi de sobriété. Mais nous avons aussi, du coup, comme on en a moins mis, on a mis que nos belles. C'est-à-dire qu'on a des anciennes illuminations, évidemment, et des nouvelles. On n'a pas les moyens d'en acheter des neuves tous les ans, mais on essaye de renouveler. Et donc là, on a mis les plus récentes, en fait. Voilà. Donc elles sont moins nombreuses, mais elles sont là. Nous avions une fuite à l'église sur la toiture, monsieur Ami, qui a été réparée. Donc l'entreprise est venue. C'est une fuite qui était assez récurrente et enfin on a trouvé la solution, donc il n'y aura plus de soucis. Je vous rappelle que la modification d'éclairage que nous avons votée passe au 1er janvier. Enfin, donc nous allons éteindre l'éclairage à partir de 21h. 2 soucis à l'heure actuelle, je vous l'ai dit. Un souci, zone des tourelles où la lumière ne s'allume pas. Nous sommes en train d'essayer de trouver le problème technique. Et aussi autour du chantier des bords de Loire, sans doute lié au chantier, nous avons sans doute un fil qui a été débranché. On est en train de rechercher la panne aussi. Voilà. Je voulais vous faire un petit point aussi peut-être sur l'intercommunalité, vous dire que l'intercommunalité va voter en conseil intercommunal la semaine prochaine l'OPH, donc l'opération pour l'habitat. L'objectif étant de se lancer le Lude Maillet en tant que petite ville de demain, mais aussi l'ensemble des communes de l'intercommunalité dans des opérations d'habitat, c'est-à-dire d'aide à la rénovation de l'habitat, d'aide à la rénovation énergétique, mais pas que, lutter contre l'insalubrité, etc., avec un cabinet qui va nous aider, et puis sans doute un agent dédié à l'habitat. Monsieur Néron, est-ce que vous voulez faire un petit mot sur le comité technique de l'intercommunalité ? Avec le micro, c'est mieux. Non, je ne souhaite pas, puisque le compte rendu n'a pas été validé encore. D'accord. J'ai reçu un exemplaire que j'ai validé, mais je n'ai pas de retour. D'accord, ok, très bien. Donc, bon, on voulait vous faire un petit retour sur des difficultés de personnel à l'intercommunalité avec des départs assez nombreux en ce moment. Et donc, quelques inquiétudes que nous avons sur la continuité des services de l'intercommunalité de par des départs de direction, en fait. Voilà. On en a échangé avec M. Boussard ce matin. Mais du coup, on reviendra, puisque c'est Michel Néron qui fait partie du comité technique de l'intercommunalité. On voulait vous dire aussi que nous avons fait nos propres élections du comité technique aussi, en parlant au Lude. Nous avons donc tiré au sort le nom des agents, puisque nous n'avions pas la possibilité d'avoir une liste. Vous savez, les agents peuvent se présenter en liste s'ils souhaitent représenter le personnel, en fait. Donc, on n'a pas eu, donc on a tiré au sort. Et donc, les 3 titulaires, alors si je ne dis pas de bêtises et de tête, donc c'est Madame Ribéron, Anita, pour ceux qui préfèrent le prénom. Voilà. La deuxième personne, c'est Monsieur Briand.
qui est des services techniques. Et la troisième personne, c'est Flavie Blin, qui est des services administratifs. Donc nous avons une représentante des services administratifs, un représentant des services techniques et un représentant de tout ce qui est animation et social, puisque Anita, il tient pas, Anita travaille dorénavant à partir de janvier, vous savez, en remplacement de Madame Comte qui est partie à la retraite, donc sur la résidence des Lilas. Et nous avons 3 personnes suppléantes qui sont Monsieur Bouchard, Madame Blin, Alexandra, et la troisième, Sophie Pied-Noir, voilà. Donc nous avons tiré au sort les agents, nous les avons appelés, certains ont refusé, et puis certains ont accepté, donc je les remercie. Pour les agents, donc c'est pour les élus, pardon, donc c'est Madame le maire, Madame Bourrel, Madame Petit, Monsieur Néron, Monsieur Desserre, et il m'en manque un, parce qu'il y a 3 titulaires et 3 suppléants. Madame Gann, pardon. Oh bah Graziella, je t'ai oublié, excuse-moi. Voilà. Donc nous sommes repartis sur une année. Voilà. Je vous propose maintenant que nous avons fait le bilan. Tu as quelque chose à dire? Ah, il y a une petite info de la part de Corinne. C'est juste une petite information ressources humaines pour vous informer que Madame Maillet, directrice administrative et financière, était absente jusqu'au 27 décembre inclus. Voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement de sa grosse grippe. Oui, Monsieur Launay. Oui, je voulais juste rappeler à tous les Ludois et Ludoises de l'opération Offray local qui a commencé le 28 novembre et qui se terminera le 3 décembre. Donc l'opération menée par janvier, pardon. L'opération est menée bien sûr par la ville, concerne les Ludois et les commerçants ludois. C'est-à-dire que chaque Ludois pourra faire ses achats de Noël, je dis bien de cadeaux de Noël, dans chaque commerce du Lude, et en rapportant pour une somme minimum de 30 €, et en rapportant la preuve d'achat et la preuve de domicile à la mairie, se verra offrir de la part de la ville un petit tote bag aussi accompagné de différents cadeaux. Voilà, donc bonne course à tous et faites travailler nos commerces ludois. Merci, bonne fête à tous. Merci Philippe. Je réponds à une question qui est une question récurrente, donc je préfère la poser maintenant. Les tote bags qui sont donnés donc suite à l'achat des 30 € sont des tote bags financés par la commune du Lude et donc sont remis aux habitants du Lude qui payent leurs impôts au Lude. Et donc nous avions proposé à l'ensemble des communes autour de chez nous de participer à cette action en finançant en fait des tote bags pour leurs propres habitants. Et toutes les mairies nous ont refusé. Donc j'explique ça parce que parfois nous avons des personnes qui achètent au Lude, qui sont du coin en fait, qui achètent au Lude et qui viennent en mairie demandant un tote bag mais qui n'habitent pas le Lude. C'est pas que nous ne le souhaitons pas, c'est que financièrement ça a un coût pour la commune et c'est sur le budget communal du Lude, donc c'est normal que ce soit pour les habitants de la commune nouvelle du Lude. Je vous propose de passer aux questions diverses. Monsieur Forestier peut-être? Oui, merci. Donc, quelques questions. La toute première, c'est la lettre de communication de la Comcom met en avant la qualité des bâtiments sur le plan énergétique, avec les conformités et exigences d'aujourd'hui. Les 3 ateliers relais présentent-ils les mêmes qualités? Et n'est-ce pas là une difficulté, au cas où c'est négatif, pour la location ou la reprise? Alors, Monsieur Forestier, en fait, j'ai besoin d'explications parce que la qualité des bâtiments sur le plan énergétique des 3 bâtiments économiques sur la Loire Ecopark, ils ont été construits exactement comme les nôtres, c'est-à-dire les bâtiments de stockage ne sont pas isolés. Donc, est-ce que vous parlez de ces bâtiments-là en comparaison avec les nôtres? En effet, nous, nos bâtiments économiques, la partie bureau, vestiaire et sanitaire sont complètement isolés, sont avec du chauffage dernière génération, enfin voilà, il n'y a aucun problème énergétiquement. Par contre, les 300 mètres carrés de stockage derrière, bien évidemment, ne sont pas isolés. Alors, ils sont pas, non, mais laissez-moi finir, ils ne sont pas isolés comme les bureaux le sont. Il y a des bacs acier, on a isolé le bâtiment, mais il est pas, enfin, les températures ne sont pas les mêmes entre le bureau et le stockage, je peux vous dire, parce que moi j'y suis allé. Là, c'est simplement qu'ils sont isolés, mais ils ne sont pas chauffés. Oui, je me souviens, j'ai fait partie de l'appel d'offres, donc je me
C'est ça, mais c'est pas du tout la même isolation que les bureaux, hein. Mais en tout cas, ils sont isolés pour des bâtiments de stockage, en fait. Voilà. Et donc n'est-ce pas là une des difficultés pour la location? Non, puisqu'en fait, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour la réception des travaux à tel lieu, non, vous avez raison. Nous avons une petite difficulté sur du bardage qui a été mal posé par l'entreprise, donc une malfaçon. Donc aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore d'entreprise dedans non plus, puisque l'entreprise doit réaliser les travaux. Donc c'est en cours, ça devrait être fini bientôt. C'est vrai que l'entreprise s'est engagée à reprendre toutes les malfaçons en janvier, sachant que nous, on avait bloqué le financement. Donc, on ne payait pas. En théorie, ça devrait se terminer janvier ou février. Il y a des entreprises en attente de... Donc, comme a dit M. Delaunay tout à l'heure, nous signons le 27 décembre un premier bâtiment en location par une entreprise qui va commencer son activité en janvier. Et nous avons des porteurs de projets autres qui y réfléchissent. Nous avons 2 difficultés sur le bâtiment. Vous voyez, je vais en fait répondre à votre question, mais différemment. Une de nos difficultés pour la location ou la reprise de ces bâtiments, ce n'est pas l'isolation, c'est le fait que nous n'avions pas anticipé dans la construction des bâtiments la fermeture par des grillages des terrains, en fait. Les bâtiments ne sont pas clos. Je ne parle pas des bâtiments. Les bâtiments sont clos, mais le terrain qui est autour des bâtiments n'est pas clos. Donc nous allons les clôturer, puisque souvent, quand on a des porteurs de projets, c'est ce qu'ils nous demandent en termes de sécurité, etc. Donc on va le faire. Oui, Monsieur Delaunay. Oui. Alors effectivement, nous avons régulièrement des porteurs de projets qui nous sollicitent pour faire des visites, et je dirais que depuis un mois, il n'y a pas une semaine où on ne fait pas des visites. Donc effectivement, les projets ne se mènent pas tout à fait comme... c'est que des porteurs de projets, donc ils ont des dossiers à monter, ils visitent beaucoup de choses. Alors, ce qui concerne l'isolation, je peux vous assurer que quand ils rentrent dans nos bâtiments, ils sont hyper surpris, ils voudraient bien que leur dossier soit vraiment une finalité pour accéder à nos bâtiments, tellement ils s'y sentent bien. Puis croyez-moi qu'on s'y sent vraiment bien par rapport à tous les autres qui visitent. Donc là, si c'est pas du tout l'isolation qui fait un frein à la location. Mais bon, rassurez-vous, on a des visites très fréquentes et j'espère bien qu'en 2023, on ne parlera plus de nos 3 bâtiments à louer. Bon, il faut savoir que c'est vrai que je n'ai pas non plus pressé les services, parce que comme on avait des malfaçons, c'est compliqué de vendre en crédit bail un bâtiment où il y a des malfaçons. Vous voyez, il vaut mieux que ce soit complètement réglé pour pouvoir les louer et les vendre correctement. Très bien, question 2. Alors, il semble que le lancement de l'opération CNI ait présenté d'importantes difficultés puisque des personnes ont été renvoyées vers la maison des services. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire des difficultés. En tout cas, je vais vous expliquer comment ça marche. Quand on appelle le service CNI, nous devons avoir fait la préinscription sur le site ANTS de l'État. C'est-à-dire qu'on va sur le site, on demande le renouvellement de sa carte d'identité ou de son passeport. Et ensuite, on appelle la mairie du Lude et on prend rendez-vous. Voilà. Sauf que nous avons eu beaucoup de personnes qui sont arrivées qui n'ont pas fait la préinscription. Donc nous n'avons pas de salle informatique à la mairie. Donc on les envoyait à la maison des services. Il y a eu une réunion technique entre les agents 15 jours avant le début des appels pour s'organiser. Et donc ils allaient directement à la maison des services où il y a une salle informatique où ils pouvaient faire leur pré-demande. Et ensuite ils revenaient en mairie pour pouvoir caler leur rendez-vous. Donc il n'y a pas eu de, comme vous dites, de difficultés ou d'importantes difficultés. C'était une organisation que nous avions. Soit les personnes étaient déjà préinscrites et hop, ils venaient, ils prenaient rendez-vous pour le mois de janvier. Soit s'ils n'avaient pas fait leur préinscription, ils allaient à la maison des services le faire et ensuite ils revenaient en mairie. Oui, Madame Bourret, vous pouvez rajouter. Oui, en fait, juste avant l'ouverture du service, en fait, Madame Maillet et Madame Brunet sont allées à la maison des services, ont vu une Madame Cormier et justement les avait prévenues qu'ils risquaient d'avoir un peu plus de monde que d'ordinaire et donc ça s'est très bien passé en fait. Voilà. On essaye de travailler avec les services de l'intercommunalité aussi sur ce sujet. Je pense que c'est important. Il y a des personnes qui n'ont pas compris qu'il fallait faire une préinscription, ce que je peux comprendre. C'est obligatoire, mais voilà, il y a des gens qui ne le savaient pas. Donc, ils vont faire la préinscription et ensuite, ils peuvent prendre rendez-vous en mairie. Voilà. À titre d'information, pour faire un petit retour peut-être, nous avons eu plus de 200 appels le lundi que nous n'avons pas pu répondre, tellement le service, on avait tous les autres appels. Nous sommes, depuis l'ouverture, donc on a commencé la prise de rendez-vous au 1er décembre, et donc aujourd'hui on prend des rendez-vous pour 3 mois.
janvier, février, mars. À l'heure d'aujourd'hui, janvier et février sont pleins. Ah, mais là, il reste 9 rendez-vous. Il reste 9 rendez-vous en mars. À aujourd'hui. J'ai été voir. Sur les 3 mois. Voilà. Donc, en fait, tout est déjà plein. Et à partir de janvier, en fait, on va commencer à recevoir les gens, en fait, qui vont venir faire leur rendez-vous. Et donc, on va ouvrir des créneaux supplémentaires d'un mois, enfin, vous voyez, tous les 3 mois pour pouvoir ne pas être complètement bloqué. Chaque fois que les personnes appelaient, en fait, dans leur commune, la plupart leur disaient, si vous voulez un rendez-vous rapide, allez en mairie du Lude. Donc, on a eu des gens de Baugé, de La Flèche, partout, en fait, tout le monde nous les envoyait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un service qui fonctionne très bien. Et donc, les premiers rendez-vous vont être juste après les vacances, début janvier. Juste concernant la communication sur la procédure, ça a été fait dans le Loir-et-Marconne concernant cette procédure? C'est écrit sur le site, c'est écrit dans le Loir-et-Marconne, on a fait des communications sur les journaux, etc. Et en fait, quand vous allez à la Flèche, c'est exactement la même chose, hein. Ils vous disent il faut faire la préinscription, c'est partout pareil, en fait, c'est la même procédure partout. Mais c'est sûr que je comprends que certaines personnes se sont dit, je vais appeler, je vais prendre rendez-vous, puis voilà. Mais en fait, non, il faut faire la préinscription avant. Donc, quand on a les gens au téléphone, on leur dit, hop, ils vont sur leur ordinateur, ils nous rappellent, c'est réglé. Mais par contre, c'est vrai que quand ils viennent en mairie, on a besoin d'un accès informatique. Nous, on n'a pas les moyens ici en mairie, donc on les envoie à la maison des services. Mais c'est leur rôle à la maison des services, donc ça marche plutôt bien. Ouais. C'est super compliqué de remplir la préinscription. Non. Ah bon? Je l'ai fait avec une personne âgée, c'était bien passé. J'y allais, moi, à la maison des services, bon, pour ça, et en fin de compte, la petite dame, elle était complètement débordée. Parce qu'elle ne savait pas faire au départ, elle est rentrée sur NPS, et au départ, elle ne le faisait pas, au bout d'un moment, elle l'a fait, bon, après, ça ne marchait pas. Elle avait, pour le timbre fiscal, elle avait un timbre fiscal à 89 € au lieu de 86. Moi, je ne suis pas responsable de la maison des services. Mais c'est pour ça qu'après, ça allait... Pourtant, ils ont eu un temps de travail avec Fabienne, Mélanie, ils leur ont tout expliqué. Donc, bon. Question numéro 3, Monsieur Forestier? Ah non, pardon. Monsieur Véo. Oui. La cantine scolaire a connu des difficultés d'alimentation en eau chaude, obligeant les agents de service de faire la vaisselle à l'eau froide. Pouvez-vous nous expliquer la situation et est-elle réglée? Je vais vous répondre très vite. Chauffe-eau en panne est maintenant réparé. Oui, parce que nous... Voilà, et le problème, c'est que le chauffe-eau est en panne, il fallait une pièce. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous-même vous avez des soucis avec vos chauffe-eau, vos chaudières, etc. Mais quand on commande une pièce aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc voilà, on a eu quelques difficultés en effet, mais maintenant c'est réparé. L'eau chaude est là parce que je peux vous dire que dimanche, j'avais les mains dans l'eau chaude toute la journée. Donc oui, elle est bien là, la cantine, il n'y a pas de souci. Quand on a fait le repas de la JSL, on n'avait pas d'eau chaude. Mais ça c'est arrivé la veille. C'est arrivé la veille de la JSL. Donc vous êtes tombé pile dedans. Voilà. Donc notre quatrième question, c'est un problème de rideau semble persister à Ronsard, entraînant, semble-t-il, des commentaires négatifs. Oui, alors en fait, le grand rideau de Ronsard se ferme et s'ouvre électriquement avec un moteur, en fait, qui tourne et qui l'ouvre et le ferme. Le moteur est tombé en panne. Voilà. Et là, pour trouver la pièce pour changer... Alors déjà, on a essayé de trouver une pièce pour changer le moteur. Je crois que là, ils en sont maintenant à changer le moteur. Puisqu'en fait, la pièce est introuvable. Je vous rappelle que Ronsard a 25 ans, donc c'est un système qui date de 25 ans. Donc oui, on a eu des soucis très sérieux avec ça. Il faut trouver un moteur. En plus, c'est très particulier parce qu'il faut qu'il soit d'une certaine taille pour l'intégrer. Enfin, bref, techniquement, c'est une vraie complexité. Mais je pense que c'est pas le premier et pas le dernier problème qu'on va avoir sur Ronsard, parce que je le dis souvent, il a 25 ans, donc son matériel, au fur et à mesure, il va falloir qu'on le change régulièrement. 32 ans, pardon, merci Michel. Donc 32 ans, un moteur électrique, bah oui, je comprends. Donc normalement, on attend la date d'intervention de l'entreprise qu'on a enfin trouvé le moteur, donc j'espère que ça va venir vite. Mais je vous avoue... Pour être franc avec vous, nous appelons les entreprises parfois tous les jours et on n'arrive pas à trouver des dates. En plomberie, électricité, maçonnerie, mais les délais deviennent incroyables. Les travaux de la maison Labbé avancent, mais il y aurait une difficulté importante pour le portail. Qu'en est-il? Alors, je vais vous laisser, monsieur Ami, répondre, mais la difficulté importante, c'est moi, en fait.
Voilà. C'est-à-dire que la proposition du premier portail ne m'a pas plu du tout. Donc j'ai dit non. Voilà. J'estime qu'il faut un portail qui respecte évidemment les petites cités de caractère, mais en même temps, on est aussi moderne. Il faut quand même un système qui soit pratique pour que les gens... parce que je vous rappelle que c'est aussi le passage pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Donc il faut qu'il soit pratique, il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Donc aujourd'hui, c'est un portail à 2 vantaux. Vous avez vu la taille. On ne peut pas mettre un nouveau portail à 2 vantaux comme ça. Personne l'ouvre. Même moi, j'y arrive pas. Et la petite porte qui est à l'intérieur n'est pas accessible pour un handicapé. Donc il faut qu'on change. Et donc du coup, la première proposition, et M. Ami va vous dire que c'est moi la grosse difficulté, la première proposition de M. Ami, j'ai dit non. Voilà. Et donc il a dû travailler sur une deuxième proposition où j'ai dit... Et donc la troisième devrait être la bonne. Donc le choix a été fait entre la maîtrise d'ouvrage, l'artisan et notre architecte conseil. C'est-à-dire qu'on était 3 pour prendre une décision. Le vieux portail, de toute façon, c'est vrai qu'on ne pouvait plus s'en servir parce que ne serait-ce que la prise au vent, c'était immanœuvrable. Donc ce sera un portail ajouré avec une ouverture à 1/3, 2/3. Et puis voilà. Donc c'est moi qui ai choisi la couleur, donc vous verrez ça en janvier ou février. Je sais pas, j'ai pas encore vu la couleur. Il a dit qu'il avait choisi la couleur, mais il me l'a pas donné la couleur encore. Alors on va voir. Donc voilà. Ok. Point 6. Alors, le site de la commune présente toujours des retards de mise à jour. Par exemple, le conseil municipal jeune s'arrête à 2020. Le procès-verbal du conseil municipal d'octobre inséré seulement le 9 décembre. Comment se fait-il puisqu'un agent est dédié à cette tâche ? Alors, il n'y a pas d'agent dédié à cette tâche. Alors, pour le procès-verbal du conseil municipal d'octobre inséré seulement le 9 décembre, c'est normal puisqu'en fait, on ne peut le mettre sur le site que lorsqu'il est validé par la préfecture. Donc, en fait, on a quasiment 2 mois d'attente entre le moment où on a envoyé. Vous avez, en fait, vous pouvez l'avoir, le procès-verbal, mais il n'est pas légal. Nous, on est obligé d'afficher que le procès-verbal validé par la préfecture. Donc, c'est normal que vous ayez du temps d'attente. Bon, alors, par contre, le conseil municipal en 2020, il n'y a pas de problème légal sur le conseil municipal. On a fait une réunion du groupe de travail communication où on a bien dit à tous les membres du groupe de travail qu'il fallait qu'ils aillent sur le site régulièrement et nous faire remonter tout ce qui n'est pas à jour. Aujourd'hui, Jonathan, qui est ici, ne passe pas ses journées sur le site et il est dans l'incapacité aujourd'hui au nombre de pages de se rendre compte en fait de tout ce qui ne va pas dans le site. Donc c'est à nous de le remonter. Donc là, le conseil municipal jeune, ça a été réglé. Voilà. Le procès-verbal du conseil municipal, ben, c'était bon. Et puis, on avait d'autres anomalies qu'on a vues que vous avez modifiées, Jonathan, aussi, depuis votre question. Mais n'hésitez pas à nous les remonter encore. Je suis sûre qu'il y en a encore qui sont pas bons. En plus, pour vous redonner l'historique quand même, à une époque, on a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là sur le premier mandat, nous avons eu un jeune qui est venu faire de l'informatique et qui a travaillé sur le site. Et en fait... il rajoutait des pages en hauteur, c'est-à-dire de mieux de supprimer ce qui n'était pas bon, il le laissait en bas de page. Et du coup, dans le référencement, en fait, on l'avait tout le temps. Moi, je ne comprenais pas, j'arrivais sur le site, je ne le voyais pas, et en fait, il laissait tout en bas de page. On a dû tout supprimer et tout refaire. Mais la mise à jour d'un site internet, c'est très, très compliqué. Donc, je compte vraiment sur vous tous et toutes. Quand vous allez sur le site, et les habitants aussi, n'hésitez pas, appelez-nous quand vous voyez que sur le site, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce que Jonathan, il peut le corriger tout de suite à partir du moment où il sait où c'est, tout simplement. Voilà. La dernière question, l'amélioration réelle de la bande de roulement avenue de Talouette entraîne une augmentation de la vitesse des véhicules. Serait-il possible d'installer un radar montrant la vitesse au conducteur ? Alors on l'a fait, on a mis des radars pédagogiques régulièrement. Il y en avait, ça les amusait de passer vite devant pour voir à quelle vitesse ils passaient. Ça ne nous a pas aidés en fait, ça a été même plutôt l'inverse. Nous avons fait une demande officielle de radars, de vrais radars, c'est-à-dire pas pédagogiques. Vous voyez, le radar où il y a l'amende derrière, obligatoire. Sauf que ces radars-là sont portés par l'État et les préfectures et en général sont mis sur des nationales, des autoroutes. Très peu de départementales, ça arrive, mais en tout cas, hors agglomération la plupart du temps. Nous, on demande en agglomération. Donc le préfet, la dernière fois que je lui en ai parlé, il grimace, donc j'espère qu'il va finir par nous accorder un radar, mais en dehors de ça, je ne vois pas de solution. C'est un boulevard où on ne peut pas mettre de ralentisseur, parce que c'est aussi un boulevard qui accueille, aidez-moi donc,
pas les poids lourds, mais encore plus gros, les convois exceptionnels. En plus, quand on met ce qu'on appelle un gendarme couché, c'est-à-dire un dos d'âne, si vous préférez, les voisins sont très mécontents parce que ça fait un bruit pas possible pour tous les voisins et des vibrations. C'est très complexe. Et là, le respect de la vitesse est un vrai sujet chez nos citoyens en ce moment, et pas qu'au Lude. Donc, on demande régulièrement à la gendarmerie de passer. Le policier municipal a déjà mis des amendes pour excès de vitesse. Il commence à le faire. Donc, bon, avec l'aide de la gendarmerie, évidemment, hein, puisqu'il ne le fait pas tout seul, mais vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'un jour ou l'autre, quand il y a un accident, tout le monde se dit « Ah là là, bah oui, mais c'est trop tard ». Donc, il faut vraiment que les gens respectent la vitesse. La nuit, en particulier, je pense aux camions. On est en train de réfléchir aussi, mais c'est très coûteux. Mais pourquoi pas je parlais d'un feu rouge à radar, en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez trop vite, paf, le feu passe au rouge. Alors, pour les camions la nuit, ils s'en foutent, ils passent au rouge. Donc, bon, en tout cas, ça pourrait peut-être arrêter certains dans la journée. Donc, on essaye vraiment de trouver des solutions, mais c'est loin d'être simple. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci à tous. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles soient un moment de partage, de plaisir, en famille, et puis que vous ayez plein de cadeaux, parce que je suis sûre que vous avez été tous sages. Et voilà. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous.